Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir flashé le QR code présent sur ta fiche de révision ou tout simplement d'avoir rejoint cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer ensemble sur le thème du conflit entre une loi et une source administrative. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les conflits loi-constitution, les conflits loi-traité et enfin les conflits loi-directive européenne. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir, mais également de liker cette vidéo. Et c'est parti! Tout d'abord, concentrons-nous sur les conflits d'une loi vis-à-vis de la Constitution. Eh bien, il faut que tu saches dans un premier temps que le contrôle de constitutionnalité va jouer un rôle primordial ici. Évidemment, c'est certainement une notion que tu connais déjà très bien, mais je préfère te faire un petit rappel. Il y existe deux sortes de contrôle de la loi vis-à-vis bien sûr de la Constitution. On a le contrôle a priori et le contrôle a posteriori que l'on appelle plus communément la question prioritaire de constitutionnalité qui existe depuis 2010. Alors ici, finalement, le conflit entre la loi et la Constitution ne va pas être un énorme problème, puisqu'en soi, certaines lois doivent forcément passer devant un contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation, et d'autres lois, donc depuis 2010, peuvent maintenant faire l'objet d'une QPC, donc c'est-à-dire que chaque justiciable va pouvoir finalement élever devant le Conseil constitutionnel une question pour vérifier la constitutionnalité d'une loi qui lui est applicable lors d'un procès. Alors comment faire une QPC en pratique ? Eh bien, il faut quand même vérifier que la loi, la règle de droit qui est donc élevée en QPC est applicable au litige en cours. C'est-à-dire finalement que le justiciable ne peut pas prendre une règle de droit qui ne lui est pas du tout applicable, qui n'a rien à voir avec son procès, pour faire une QPC. D'autre part, on ne peut pas faire une QPC d'une loi qui est déjà passée devant le contrôle de constitutionnalité, ce qui semble tout à fait logique. Enfin, tu peux noter que cette QPC doit être nouvelle et surtout sérieuse. Donc finalement, tous ces éléments-là, évidemment que c'est pas le justiciable qui va faire toc 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 devant le Conseil constitutionnel, il y a bien sûr des mécanismes, c'est déjà les avocats qui vont dresser cette QPC, il y aura un filtrage bien évidemment avec le Conseil d'État ou la Cour de cassation, qui ensuite eux-mêmes engageront la QPC devant le Conseil constitutionnel s'ils estiment que la QPC réunit toutes les conditions nécessaires. Mais là-dessus, je te renvoie donc à ta fiche de révision où tout est bien expliqué. Ensuite, les conflits loi et traité. Ici, il faut savoir que le Conseil constitutionnel ne se donne pas compétence pour effectuer un contrôle entre une loi et un traité international. D'accord ? Donc finalement ici, on va avoir la décision IVG de 1975 qui va en faire état. Donc je te conseille de bien retenir cette décision en ce qui concerne les conflits loi-traité, d'accord ? Parce que dans un commentaire, dans une dissertation, ce sera toujours bien si tu as cette décision en tête. D'autre part, tu peux noter que c'est finalement le juge administratif qui va se donner compétence, d'accord ? Pour finalement faire un contrôle de constitutionnalité, un contrôle de conventionnalité entre la loi et le traité, d'accord ? Et ce depuis 1968. Tu peux noter d'autre part l'arrêt Niccolo de 1989 qui est très importante puisqu'elle va faire primer le traité sur la loi. Donc finalement ici on va rejoindre notre hiérarchie des normes classique où on va avoir bien évidemment le bloc de constitutionnalité, les traités, les lois et bien sûr après les règlements. Donc ici rien de très étonnant mais pour autant il faut retenir cet arrêt, c'est très important puisqu'il fait vraiment primer de façon définitive les traités sur les lois et ce peu importe la chronologie entre le traité et la loi. Ensuite, les conflits entre la loi et la directive européenne. Tu sais très bien qu'en France, on fait bien sûr évidemment partie de l'Union européenne et que par conséquent, on se doit de faire primer notre droit européen sur certaines dispositions législatives du droit interne. Ici donc, tu peux noter 4 arrêts à retenir. Tout d'abord, l'arrêt Cohn-Bendit de 1978. Ici, note bien qu'un individu ne peut se prévaloir d'une directive contre un acte individuel. Donc à cette époque, en 1978, la directive ne peut donc être supérieure aux actes administratifs, d'accord ? C'est un arrêt qui est vraiment très important, qui date donc de 1978 et bien sûr qui va avoir des évolutions. Ensuite, on va avoir l'arrêt Alitalia de 1989 qui nous dit que après le délai de transposition passé, le juge se doit de faire primer la directive face au règlement. Tu sais que la directive nécessite une loi de transposition pour être appliquée. Mais la France, on est des très mauvais élèves et on prend beaucoup de temps pour transposer nos directives. Ça peut prendre 15, 20 ans. Et bien ici, en 89, le juge va donc
faire primer la directive, et ce même si elle n'a pas eu de loi de transposition vis-à-vis d'un règlement. Ensuite, on a l'arrêt Rothmans de 1992, où on va condamner l'État pour avoir fait appliquer un acte réglementaire s'appuyant sur une loi qui était elle-même contraire à une directive. Donc ici, ça montre encore une fois que le droit européen est très très important en France et qu'on ne peut pas rigoler vis-à-vis de la base législative de nos actes réglementaires qui doivent donc s'appuyer sur des dispositions qui sont conformes à notre droit européen. Et enfin, l'arrêt Pereux de 2009, ici note bien que tous les justiciables peuvent se prévaloir d'une directive précise et non transposée pour finalement faire annuler un acte individuel qui leur est opposable. Donc finalement, ici, l'arrêt Pereux, c'est le revirement de l'arrêt Cohn-Bendit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la notion est beaucoup plus claire pour toi. En tout cas, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, de liker et de t'abonner bien évidemment à ma chaîne YouTube pour me soutenir. Et moi, je te dis à bientôt!